Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours destiné aux internes de psychiatrie de première année et qui va porter aujourd'hui sur une question importante et complexe, celle de la prédiction des conduites suicidaires. Je n'ai pas de lien d'intérêt aujourd'hui qui pourrait influencer d'une quelconque manière mon enseignement. Alors pourquoi la question de la prédiction? Pourquoi est-ce important en médecine en général? Euh, D'abord, rappeler que la prédiction consiste à pouvoir évaluer, chiffrer la probabilité d'occurrence future d'un événement, que ce soit une maladie ou un acte suicidaire, et également la prédiction de l'évolution d'un état ou d'une maladie, ce qu'on appelle le pronostic. Alors, on a des raisons d'avoir des attentes positives concernant une amélioration de la prédiction, parce que la prédiction, c'est la possibilité d'anticiper les problèmes, et donc idéalement d'agir même avant leur apparition, ou, lorsque la maladie est déjà apparue, d'agir le plus tôt possible selon une règle régulièrement vérifiée, à savoir que plus tôt on intervient et plus on est efficace pour traiter la maladie. Alors dans le cas du suicide, c'est d'agir avant l'acte suicidaire, avec toujours le risque létal associé à chaque acte suicidaire, ou d'agir le plus tôt possible, par exemple dès le début d'une crise suicidaire, pour y mettre fin le plus tôt possible. Meilleure prédiction, c'est aussi la possibilité de sélectionner le meilleur traitement en fonction de l'évolution attendue. Alors par exemple ici, ça pourrait être de décider s'il y a un haut risque de passage à l'acte, que le patient soit suivi par une équipe multidisciplinaire de crise, alors que si la prédiction nous dit que le risque de passage à l'acte est moins important, un suivi plus simple pourrait être mis en place. C'est aussi la possibilité de concentrer les efforts sur ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi dans le même temps d'éviter d'imposer des soins parfois lourds et éventuellement iatrogènes à ceux qui n'en ont pas besoin. Par exemple, pouvoir dire qu'une personne à faible risque n'a pas besoin d'être hospitalisée, encore moins évidemment être hospitalisée sous contrainte. Alors, comme pour toute prédiction, hein, on en parle beaucoup dans la médecine prédictive qui utilise par exemple la mesure de gènes hein, dans les maladies monogéniques, eh bien, ça suppose d'avoir les moyens ensuite d'influer sur les trajectoires en amont de leur apparition ou d'avoir les moyens de prévention ou d'un traitement curatif efficace. Prédire un événement alors qu'on n'a aucun moyen d'influer sur son apparition est problématique. Alors c'est le cas néanmoins des comportements suicidaires, on le verra dans le prochain cours, mais il y a des moyens de prévenir euh, l'apparition ou l'occurrence d'un acte suicidaire. Donc, idéalement, la prédiction, une amélioration de la prédiction des actes suicidaires est tout à fait souhaitable. Alors, avant de voir ce qu'il en est de cette prédiction, je propose de faire quelques petits rappels. Et vraiment, à titre personnel, ça me fait aussi du bien. J'ai toujours un peu de mal à me souvenir de comment ça marche. Pourtant, c'est essentiel. Donc, le rappel, c'est le carré classique, test positif, test négatif, et maladie présente, maladie absente. Donc si vous avez un test positif et que la maladie est vraiment présente, on parle de vrai positif. Si le test est positif mais que la maladie est absente, ce sont des faux positifs. Si le test est négatif et la maladie présente, ce sont des faux négatifs. Et si le test est négatif et la maladie absente, ce sont de vrais négatifs. Alors cela permet d'identifier deux types de validité, la validité intrinsèque et la validité prédictive. La validité intrinsèque repose sur deux mesures, la sensibilité et la spécificité. La sensibilité, c'est la probabilité que le test soit positif si la maladie est présente. Donc ça se calcule comme le rapport entre les vrais positifs et la somme des vrais positifs et des faux négatifs, c'est-à-dire des malades. Et puis la spécificité, c'est la probabilité que le test soit négatif si la maladie est absente. Et donc ça se calcule comme le rapport entre les vrais négatifs
et la somme des vrais négatifs et des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas malades. Alors, dans un test de dépistage, par exemple, on recherche une sensibilité importante, c'est-à-dire qu'on veut repérer tous les gens qui sont malades, quitte à ce qu'il y ait dedans des faux positifs, finalement. Parce que derrière un test de dépistage, il y a un test de diagnostic. Et pour un test diagnostic, justement, on veut une très bonne spécificité. C'est-à-dire que si on dit que la personne n'est pas malade, elle n'est vraiment pas malade. Alors ce qui nous intéresse plus dans ce cours, c'est la validité prédictive, qui repose sur deux mesures, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Alors la valeur prédictive positive, c'est la probabilité que la maladie soit présente si le test est positif. Et ça se calcule comme le rapport entre les vrais positifs et la somme des vrais positifs et des faux positifs, c'est-à-dire des positifs. Et la valeur prédictive négative, qui est la probabilité que la maladie soit absente si le test est négatif, et qui est le rapport entre les vrais négatifs et la somme des faux négatifs et des vrais négatifs, c'est-à-dire de l'ensemble des négatifs. Alors en suicidologie, il faut remplacer le terme de test par celui de facteur de risque et celui de maladie par acte suicidaire. Donc, si on reprend nos quatre mesures, la sensibilité, ça sera la probabilité qu'un facteur de risque soit positif s'il y a un acte suicidaire, et la spécificité, c'est la probabilité qu'un facteur de risque soit négatif, soit absent, si la maladie est absente. Et la valeur prédictive positive, c'est la probabilité qu'un acte suicidaire ait lieu en présence d'un facteur de risque donné, alors que la valeur prédictive négative, c'est la probabilité que l'acte suicidaire n'ait pas lieu quand le facteur de risque est absent. Alors on va voir une série d'études récentes qui ont étudié cette question de la prédictivité des actes suicidaires. Cette première étude a étudié spécifiquement la question de la prédictivité du suicide abouti en fonction de la présence d'idées suicidaires. Alors, comme attendu, on trouve une association statistique entre idées suicidaires et suicide ultérieur, avec un odds ratio de 3,4, donc c'est une association modérément forte à forte, mais les auteurs notent qu'il y a une forte hétérogénéité entre les différentes études cliniques. Cette étude rapporte également que la sensibilité est assez faible, de l'ordre de 41%, la spécificité meilleure, mais là aussi une importante hétérogénéité entre les études. Il rapporte également que la sensibilité s'améliore lorsqu'on étudie des patients qui sont en psychiatrie, suivis en psychiatrie, hospitalisés en psychiatrie, mais qu'on perd à ce moment-là en spécificité. Alors pour ce qui nous concerne ici, à savoir la valeur prédictive positive, bien vous voyez qu'elle est très faible, elle est de l'ordre de 0,3% en population non clinique et de l'ordre de 4% en population psychiatrique. Alors 4% c'est très faible, ça signifie que pour 100 personnes qui ont des idées suicidaires, moins de 4 mourront de suicide. C'est-à-dire le plus souvent, le suicide ne surviendra pas. Donc la capacité de la présence d'idées suicidaires à prédire le suicide est très mauvaise. Deuxième étude. Cette fois-ci, l'idée est de regarder la capacité prédictive d'un nouveau geste auto-infligé chez quelqu'un qui a fait un geste auto-infligé. C'est une étude britannique, donc se concentre non pas sur les tentatives de suicide, mais sur les gestes auto-infligés, donc ça inclut beaucoup de tentatives de suicide. Et l'idée, c'est quelle est la valeur prédictive du jugement fait par un clinicien. Alors, ils ont trouvé 8 études, portées sur plus de 22 000, quasiment 22 500 personnes. Donc, de la même manière, ils trouvent une sensibilité assez faible, de l'ordre de 31%, une spécificité un peu meilleure, de l'ordre de 85%. Mais vous voyez une valeur prédictive positive très faible,
de l'ordre de 22% et une valeur prédictive négative plus importante, on reviendra là-dessus, de l'ordre de 89%. Donc, la conclusion de l'étude, c'est que finalement la capacité à prédire un geste suicidaire chez quelqu'un qui vient de faire un geste suicidaire, donc un nouveau geste suicidaire, est trop faible finalement pour être utile cliniquement. C'est une conclusion très très forte. Et donc leur proposition, c'est que le aftercare, le soin après le geste, euh, doit se focaliser finalement plus sur les besoins du sujet plutôt que sur une évaluation du risque, parce que notre évaluation du risque est très mauvaise. Qu'est-ce qui peut aider le patient, voyez, mais pas finalement qui est à risque et qui n'est pas à risque. Donc on doit aider tous les gens après une tentative de suicide et essayer d'évaluer leurs besoins et d'y répondre. Autre étude. Cette fois-ci, c'est une étude qui a étudié la capacité prédictive des instruments cliniques, donc on pratique les questionnaires. Donc notre méta-analyse. Et dans cette méta-analyse, il a été calculé des valeurs prédictives positives globales, là également très très faibles. Donc la valeur prédictive positive pour prédire le suicide est de l'ordre de 5,5% avec les échelles. Elle monte à 26% pour les gestes auto-infligés et à 36% si on combine la prédiction de suicide et de gestes auto-infligés. Alors on verra tout à l'heure, mais on peut déjà en parler, c'est que la valeur prédictive positive est influencée par la prévalence. Alors le suicide étant beaucoup plus rare que les gestes auto-infligés, la valeur prédictive positive est plus faible. Alors ils ont fait des sous-analyses pour les gestes auto-infligés seulement, et qui montrent que quand les études sont de qualité, en fait, la valeur prédictive est plus faible, 16%. Vous voyez, donc, dans l'évaluation qu'ils avaient d'une valeur prédictive à 26%, c'était peut-être augmenté par des études de mauvaise qualité en réalité. Donc on est probablement plutôt autour de 16%. La deuxième chose, c'est qu'ils montrent que cette valeur prédictive positive, en fait, elle augmente quand il y a eu une prise en charge des tentatives de suicide à l'hôpital ou si les patients sont hospitalisés. Donc on passe de 16% à 32% et 26,8% respectivement. Et donc leur conclusion, là aussi très forte, est de dire il n'y a pas de classification à haut risque, basée sur les questionnaires, qui soit utile cliniquement. C'est-à-dire que les prévalences faibles des événements suicidaires, que ce soit geste auto-infligé et encore plus suicide, créent finalement un effet plafond sur la valeur prédictive positive. Et donc le traitement doit viser à réduire l'exposition à des facteurs de risque modifiables et offrir des interventions efficaces à la fois sur des sous-groupes sélectionnés et sur des populations cliniques non sélectionnées. On verra plus tard sur la question de la prévention du suicide, ce qu'on entend par sélectionné et non sélectionné. Alors je vous remonte cette diapositive que je vous ai déjà montrée lorsqu'on a parlé des facteurs de risque suicidaire. Vous vous rappelez, on en a identifié beaucoup d'études, c'est quand même souvent les mêmes qui ont été rapportées. Ils n'ont pas une association statistique très très forte, même si elle est significative, que ce soit avec les idées suicidaires, les tentatives de suicide ou le suicide. Et puis cette étude montrait, c'est le graphique en bas à droite, que la capacité de prédiction n'était pas très bonne et ne s'était pas améliorée au cours du temps. Donc les facteurs de risque statistiques ne sont pas très prédictifs. L'idée suicidaire n'est pas très prédictive, les questionnaires ne sont pas très prédictifs. Alors, est-ce que des modèles statistiques permettent d'améliorer les choses?
C'est-à-dire finalement il y a des progrès dans notre capacité de générer des modèles statistiques avec des calculs de plus en plus sophistiqués. Est-ce que ça a pu améliorer la valeur prédictive de ces algorithmes et à la fois pour la mortalité par suicide et l'occurrence de tentatives de suicide. Donc ça c'est une étude publiée en 2019. Donc ils ont fait une revue de la littérature, ils ont trouvé 16 études longitudinales qui ont porté sur 64 modèles différents. Le résultat, d'abord les modèles ont une bonne précision pour classer correctement les patients, c'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une bonne association entre les modèles et la mortalité par suicide ou l'occurrence de tentatives de suicide. C'est comme si vous voyez une bonne association finalement. Mais ces modèles ne sont pas prédictifs, ni de mortalité par suicide, ni d'occurrence de tentative de suicide. Et ils le disent comme ça dans l'article, ils disent la prédiction est proche de zéro. Et la prédiction est proche de zéro, c'est-à-dire qu'elle est proche du hasard. Et vous tireriez au hasard pour savoir si un patient donné va faire une tentative de suicide ou va mourir de suicide, vous serez à un niveau de prédiction similaire à ces modèles statistiques. Alors, dernière finalement étape, c'est de se dire, bon, individuellement, les facteurs de risque cliniques, sociodémographiques ne sont pas très prédictifs. Le jugement clinique, donc qui intègre de manière qu'on ne comprend pas bien plusieurs facteurs de risque. Le clinicien prend en compte plusieurs facteurs de risque. Donc dans sa tête, il y a une espèce de tambouille pour au final dire, voilà, pour prédire. Ça, c'est pas très bon non plus. Et les questionnaires, c'est pas très bon non plus. Bon, mais est-ce que finalement, si on donne à la machine beaucoup de facteurs de risque et puis qu'on lui demande d'apprendre, machine learning, est-ce que ça va être meilleur? Là, c'est une publication de 2021. La revue de la littérature retrouve 86 études et 102 modèles de prédiction. Là aussi, on retrouve une très forte association entre les modèles et l'occurrence d'actes suicidaires avec globalement un odds ratio à 7,7, mais là aussi une forte hétérogénéité entre les études. On trouve aussi de nombreux faux positifs. Et donc, si on compare avec cet effet global, on montre que le machine learning, finalement, semble augmenter la prédictivité, mais pas de manière significative à l'heure actuelle. Donc, on a un odds ratio qui passe à 11. Et le jugement clinique était aussi étudié. Lui, il est un peu plus faible, à 4,7, mais c'est là aussi pas statistiquement différent. L'étude suggère également que l'augmentation du nombre de facteurs de risque semble augmenter la prédictivité, mais essentiellement s'il s'agit de machine learning. Je vais revenir à la diapositive suivante. Et leur conclusion, c'est que le machine learning, finalement, a le potentiel d'améliorer les performances des modèles de prédiction de suicide en augmentant le nombre de facteurs de risque et puis surtout en étudiant finalement leurs relations. Vous voyez ce que font pas la plupart des autres modèles où on met plein de facteurs de risque. Mais à l'heure actuelle, la supériorité sur d'autres méthodes n'est pas prouvée. Il y a un petit espoir de se dire finalement c'est peut-être la méthode, mais on n'y est pas encore. Alors je vous montre cette histoire d'augmentation du nombre de facteurs de risque. Donc vous avez à gauche le jugement du clinicien avec l'odds ratio. Ensuite, les méthodes, les modèles qui utilisent ou des échelles ou d'autres facteurs. Alors, vous voyez, 2 à 3, 4 à 5, 6, 7, 8 à 12, tout ça, ça ne change rien. Plus vous en mettez plein, mais ça n'augmente pas. Par contre, à partir de 13, ça commence à augmenter quand même. Mais finalement, l'effet, il va être significatif pour le machine learning qui est capable de, voyez, d'intégrer en moyenne dans ces modèles qui ont été étudiés 26 facteurs de risque. Donc il y a l'espoir effectivement qu'on puisse arriver à améliorer la prédictivité avec le machine learning qui peut intégrer beaucoup plus de facteurs de risque que ne peut le faire la plupart des modèles et surtout le cerveau humain.
Donc pour conclure, on doit accepter l'idée qu'actuellement nous ne sommes pas vraiment capables de prédire correctement un acte suicidaire. Et ceci en raison de la rareté du suicide. La rareté du suicide, ça va conduire à une valeur prédictive négative qui est toujours très élevée, quels que soient les modèles et les paramètres de modèle. La valeur prédictive négative, c'est quand même intéressant, c'est se dire que si je juge que le risque est faible, il ne va pas se passer de suicide. Il ne va pas y avoir de geste suicidaire. Mais en fait, cette valeur prédictive négative, elle est toujours très élevée. C'est-à-dire que le plus souvent, il n'y a pas de geste suicidaire. En fait. Donc si vous prédisez pour tous les patients que vous voyez qu'il ne va pas y avoir de geste suicidaire, le plus souvent, vous avez raison. Parce que c'est très rare. Et la valeur prédictive positive, elle est limitée, là aussi en raison de la faible prévalence du suicide, mais elle va dépendre des seuils des modèles. Donc on peut espérer pouvoir améliorer quand même cette valeur prédictive positive. Alors il y a des fortes attentes concernant le machine learning, et notamment la possibilité que dans ce machine learning, on ne mette pas que des variables socio-démographiques ou cliniques, mais qu'on puisse inclure d'autres variables, par exemple des variables sociales, financières, voire même physiologiques, voire même des mesures comme euh, des, des, facteurs génétiques peut-être un jour, et puis des mesures d'imagerie cérébrale par exemple. Est-ce que euh, ça va augmenter la valeur prédictive positive quand on aura toutes ces variables extrêmement complexes à étudier jusqu'à présent? On ne sait pas. Et ça va nécessiter beaucoup d'études, puisque pour faire des modèles de machine learning, il faut donner beaucoup de données et beaucoup de données de beaucoup de patients à la machine pour qu'il apprenne. Donc ça va nécessiter de grandes études, encore on est loin de ça. Alors il y a un dernier point qu'il faut quand même garder en tête, c'est que tout cela c'est très intéressant, mais on peut évoquer ce qui s'appelle l'utilité clinique finalement. C'est-à-dire que une valeur prédictive positive élevée est nécessaire si le traitement qu'on va proposer pour prévenir le geste suicidaire est extrêmement coûteux sur le plan humain, social et financier. Par exemple, une hospitalisation sous contrainte. C'est très traumatisant pour le patient, c'est très stigmatisant par rapport aux autres, et puis ça a un coût financier important. Alors, finalement, proposer des hospitalisations sous contrainte supposerait qu'on ait une grande capacité de prédiction, ce qu'on n'a pas. Donc ça questionne finalement la pertinence de ce que nous faisons très régulièrement, c'est d'hospitaliser sous contrainte. Alors, on peut accepter une valeur prédictive plus basse si notre intervention est d'une part efficace quand même, donc c'est pas n'importe quelle intervention, c'est une intervention qui a montré sa capacité à prévenir un acte suicidaire, et par ailleurs a une excellente tolérance, donne très peu d'effets secondaires et a un faible coût. C'est-à-dire un traitement qu'on pourrait finalement facilement donner à tout le monde, parce qu'il ne coûte pas cher, parce qu'il n'a pas beaucoup de risques, et quand même, il a fait la preuve de son efficacité. Vous voyez, donc finalement, on devrait aller vers ce type de traitement. Alors, on peut réfléchir, on verra plus tard différentes interventions de prévention du suicide, mais par exemple, si vous mettez des barrières sur le pont, vous réduisez, vous empêchez un certain nombre de cas de suicide. Et mettre des barrières sur un pont, ben, ma foi, ça a un coût financier, certes, mais qui est porté par la communauté, donc au niveau des budgets communautaires, c'est pas énorme, et ça n'a aucun effet secondaire finalement sur quiconque. Vous voyez. Et ça sauve des vies. On parlera de vigilance. Si vigilance est efficace, il va falloir montrer. On a des arguments basés sur les études précédentes, mais est-ce que ça marche en communauté? C'est encore à montrer. La vigilance, oui, ça a un coût financier important porté par la communauté, mais finalement, c'est probablement pas iatrogène pour les gens d'être appelés au téléphone, vous voyez, ça les rend pas plus suicidaires. Euh, et c'est très acceptable finalement. Donc,
Donc si ça marche en termes de capacité de prévention, avec une très bonne tolérance, très peu d'effets secondaires, et un coût financier, mais finalement supportable par la communauté, eh bien là, on peut se satisfaire d'avoir une valeur prédictive plus basse. Mais on va appliquer finalement ce dispositif à toutes les personnes qui sont passées à l'hôpital pour une tentative de suicide. On ne va pas essayer de savoir lesquels sont le plus à risque euh, de repasser à l'acte, les 10% qui vont repasser à l'acte, et ceux qui vont mourir de suicide. On n'a pas besoin de prédire ça, on peut se permettre d'appliquer le dispositif à tout. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prédiction des actes suicidaires, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.